Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. Confinement ou pas confinement, on est là. Vous êtes là également. Et donc ce soir, 20h, demain 15h et vendredi 13h. Voilà les 3 Top Sport de la semaine. Et on recommencera la semaine prochaine, bien entendu. Alors, 3 sortes d'invités ce soir, 3 plateaux d'invités. Avec nous déjà, on retrouve Pierre Grondin, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir à La Réunion. Il est allé faire une petite escapade dans le pays des Lusitanos, exactement. Et puis on a Mademoiselle Dieudonné, Emma Dieudonné. Emma est un prénom qui porte chance actuellement. Il y a plein d'Emma qui ont des bons résultats en karaté et avec l'école de notre ami Grondin. Et puis le papa d'y jouer là, David, de son prénom. Voilà pour la première partie. On aura également Axel Louise qui viendra nous parler de ses déboires, non pas déboires sportif, mais il veut organiser une compétition. Et quelques instants avant, il dit non, on ne peut pas. On trouve ça pas normal. Il viendra nous expliquer de cela. Mais on n'a pas que Emma Dieudonné comme vedette. On a également un certain Laurens Ravaille. Laurens Ravaille n'est autre que le fils de Paul Ravaille, footballeur professionnel dans des grands clubs français. On ne dira pas Marseille comme un grand club, c'est quoi qu'ils ont remporté la Coupe d'Europe. Cherchons pas comment ils ont remporté la Coupe d'Europe, en payant ou pas en payant. Ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que Paul Ravaille a fait les beaux jours de Marseille, a fait les beaux jours d'Angoulême, a fait les beaux jours de beaucoup de clubs français. Et là, il a un digne successeur, c'est Laurens Ravaille qui va disputer les championnats du monde, je dis bien du monde de skateboard. Et quand vous voyez la tête de Laurens Ravaille, vous voyez le père tout de suite devant vous. Donc, voilà. Mais on va voir la mère avant tout. On va voir la mère parce qu'on a en ligne avec nous Anne Ravaille. Le temps que la technique fasse le point et qu'on aperçoive Anne Ravaille. Anne Ravaille, vous nous entendez? Là, voilà. Charmante Anne Ravaille. Bonsoir, madame. On vous contacte parce qu'on veut avoir des nouvelles de Laurens Ravaille qui va disputer une compétition ô combien importante puisque ce sont tout simplement les championnats du monde, je dis bien du monde, c'est pas le championnat du quartier. Et comment vivez-vous cela? Si vous ne nous répondez pas, ça veut dire que la technique a un problème. Nous vous écoutons, Anne Ravaille. Anne Ravaille, vous repose la question, comment vivez-vous l'épopée de votre fils? Pas entendu. D'accord. Anne Ravaille, on revient vers vous après le reportage qu'on a fait sur votre fils. Bien entendu, c'est les aléas de la technique. Les studios sont tout neufs ce soir, donc on paie un peu les pots cassés. On essuie les plates comme on veut. On regarde le reportage qui a été fait sur Laurens Ravaille. Regardez et admirez la dextérité de ce Réunionnais.
ô combien intéressant sur Laurens Ravaille. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si la technique fonctionne maintenant, comme celle de Laurens Ravaille, et avoir Anne Ravaille en ligne. Bonsoir Anne Ravaille. Bonsoir, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Vous nous entendez, madame? Moi, je vous entends. Alors, ce que vous voulez savoir, comment votre fils est devenu l'un des meilleurs mondiaux dans ce sport? Presque par hasard, il a découvert le skate à l'âge de 10 ans. Et depuis ce jour-là, il a mangé ce qu'il avait dans le skate. Le skate fait partie de lui, du matin au soir. Du matin au soir et même du soir au matin? Mon frère aîné l'a encouragé vivement, dès tout petit. Et ça a été une découverte pour lui, et une véritable passion. Qu'est-ce que cela vous fait, Anne Ravaille, de savoir que votre fils est un des meilleurs du monde? Vous m'entendez? Je ne sais pas. Je vous demandais, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que votre fils est un des meilleurs du monde? Madame, la technique n'est pas avec nous. On veut savoir, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que Laurens fait partie des tout premiers mondiaux? C'est chargé d'émotions pour toute la famille, pour lui, pour son ami, tous les gens qu'il aime. Pour Papa Paul? En sachant qu'il s'est blessé l'an passé et que c'était une grosse déception pour lui. Il a énormément travaillé pour retrouver toutes ses facultés qu'il a retrouvées, puisque l'équipe de France est venue s'entraîner il y a quelques mois. Ils ont pu voir comme il avait récupéré au niveau physique, et ce qui a été l'aboutissement des résultats d'aujourd'hui. Quel sera maintenant le demain ou l'avenir de Laurens Ravaille? Cette semaine est une semaine cruciale pour lui. Comment ça va se passer? Quel est le programme? Vous nous abandonnez ou quoi? Je disais que cette semaine est une semaine cruciale pour lui. Comment ça va se passer? Madame Ravaille, Anne Ravaille, vous êtes fâchée, non? Comment ça va se passer pour Laurens cette semaine? Change de casque. Bon, a priori, le son ne passe pas bien entre nous et Anne Ravaille, mais moi je vais vous dire ce qui va se passer. Il y a les championnats du monde aux USA, et après il reviendra en Europe pour faire d'autres championnats à Rome. Voilà le programme de Laurens Ravaille. Si jamais Anne Ravaille est toujours en ligne et si elle peut nous dire ce vrai programme, je me suis trompé sur le programme, dites-nous ce qui va se passer cette semaine, Anne Ravaille. Il parle mieux. Pas facile. Non, ça ne marche pas. Anne Ravaille, dites-nous. Anne Ravaille, a priori, il y a un problème technique. Ce qu'on va faire, c'est que vous veniez carrément au studio la semaine prochaine, après les bons résultats que Laurens aura sans faute ce week-end. Ce sera beaucoup plus simple que passer par la technique qui ne marche pas comme on le souhaite. Toujours est-il, merci de votre intervention, Anne Ravaille. Ce qu'on sait, c'est que Laurens Ravaille représentera la Réunion au championnat du monde, que ce soit aux USA et à Rome, ces deux compétitions tout à fait différentes. À chaque fois, il est sélectionné et on est très fiers de Laurens Ravaille, le fils de Paul Ravaille, l'ex-grand footballeur de l'Olympique de Marseille et des Léopards Saint-André. Voilà pour la famille Ravaille. On change de famille, on va vers la famille Dieudonné. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors, dis-nous, tu as vu ce champion-là? Il fait du skate, hein? Tu fais du skate? Non. D'accord. Et tu as vu qu'avec des champions comme ça, la Réunion est fière de ses fleurons. Et toi, alors, quelle est ta discipline? Qu'est-ce que tu sais faire?
Ma discipline, c'est le karaté. Et N'hésite pas, parle-nous, raconte-nous, parle fort. ma discipline, c'est du karaté. Qu'est-ce que tu fais dans le karaté? Parce que tu fais. C'est quoi, tu fais quoi dans le karaté? Il y a des combats qu'on appelle kumite et il y a des katas. Kumite, le grand spécialiste nous expliquera ce que Alors, c'est. le kumite, c'est un échange à deux en japonais. C'est la forme de combat, de compétition en karaté, avec des règles un peu différentes entre le karaté dit Shotokan, je dirais, et le Kyokushinkai qu'elle pratique, elle. D'accord. Et là, par ces temps de Covid, comment fait-elle pour pratiquer son sport? On peut demander peut-être au papa, David. Oui. Donc, en ce moment, mais justement, comme on l'a dit, donc c'est en ce temps anxiogène et puis un petit peu difficile. Donc, c'est surtout privilégier les katas. Donc, on respecte effectivement la distanciation sociale. Donc, puisqu'il n'y a pas de combattants. En gros, le kata, je vais laisser plutôt à Sensei Pierre expliquer. Donc, le kata, c'est une chorégraphie. Vous, mais expliquez-nous bien tout cela. Non, mais il est plus spécialiste que moi dans le domaine. Donc, c'est une chorégraphie en fait qu'on réalise. Donc, c'est un combat virtuel Face entre à guillemets. plusieurs adversaires. Exactement. Donc, diverses directions et puis voilà. Donc, je Voilà laisse la la parole définition à... du kata. Voilà, ce kata en japonais, ça veut dire moule. C'est des répétitions que l'on fait et on mémorise comme ça des séries de mouvements qui permettent de former le corps et en même temps de préparer le corps à des situations de combat. Voilà. Donc c'est une préparation au combat. Sauf que dans le milieu compétition, on a dissocié le combat et cette pratique qui est très visuelle, très spectaculaire, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. On a beaucoup de champions réunionnais qui ont excellé dans les katas, dans différentes méthodes, puisqu'il y a plusieurs écoles, je dirais, au niveau du karaté. Et c'est vrai qu'on a eu les Chaniat, on a eu Mazaka, on a eu toute une époque de karatéka. On a la petite... Tessia en ce moment qui a un bon niveau puisqu'elle est dans l'équipe de France et donc on a aussi des compétiteurs combat aussi en karaté. Là c'est vrai que par rapport aux réglementations et au confinement et à la Covid, on a été obligé de s'adapter un petit peu et d'éviter tout ce qui est contact. Et la chance qu'on a dans cette discipline, c'est qu'on a une partie où on peut très bien travailler sans contact. Et là, c'est vraiment pour nous un boulevard parce que... la partie kata, en fait. Voilà, toute la partie kata, le travail dans le vide qu'on pratique dans les arts martiaux est mis en avant pendant cette période-là et ça nous permet de continuer à nous entraîner. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a parce qu'il y a des activités où le travail à deux est obligatoire et on ne peut pas. Le judo, par exemple, ils sont un peu embêtés parce que... Un gars qui veut faire du football, à moins qu'il passe son temps à jongler, il ne peut rien faire. Hein. Voilà, exactement. Alors, c'est un petit peu la chance qu'on a, nous, avec ce côté compétition du kata, parce qu'un boxeur qui ferait du sac et l'entraînement physique et qui n'a jamais de ring pour faire des combats, ça serait vraiment paradoxal, quoi, dans une compétition où c'est le combat qui... Ce serait frustrant, même. Voilà, très frustrant pour le pratiquant et en même temps, la discipline même, elle perd son sens, quoi, je veux dire. Mais là, je suis sûr qu'elle est moins timide maintenant. Alors, Emma, quel est ton objectif? Tu veux être quoi? Championne de La Réunion, championne de France, championne d'Europe, championne du monde, championne de quoi? Parle plus fort. Je voudrais bien être championne du monde. Carrément, hein. Au diable avarice, hein, du champion du monde. Mais actuellement, quel est ton palmarès? Qu'est-ce que tu as comme victoire? J'ai fait des katas pour arriver à championne d'Europe. Elle est championne d'Europe? Oui, elle est championne d'Europe depuis le week-end, puisque c'était un championnat d'Europe. Qui s'est passé depuis La Réunion? Alors justement, c'est un petit peu l'adaptation. Je veux dire, c'est intéressant d'aborder un petit peu. Là, tu es championne d'Europe. C'est-à-dire, il n'y a personne en Europe meilleur que toi. Ça veut dire ça. Dans ta catégorie, bien sûr. Peut-être. Certainement. Alors, ce qu'il faut savoir, je comprends son peut-être parce que c'est vrai que par les temps qui courent, il faut quand même au niveau de la logistique avoir de quoi pour pouvoir mettre en ligne ces images, être disponible à une certaine heure parce que c'était 13 pays du monde qui étaient concernés, avec du Chili jusqu'à La Réunion, ces deux extrêmes là, mais on a aussi le Portugal, la Suisse, la Russie qui ont participé, donc ça fait vraiment une approche logistique très lourde puisqu'il faut que tout le monde se connecte au même moment, que la plateforme qui est utilisée ait les moyens techniques suffisants pour pouvoir justement passer d'un dojo à un autre.
de mettre ça en ligne, d'avoir 5 arbitres qui sont là pour juger. On verra tout à l'heure, parce qu'on a eu des images de la demi-finale et la finale de EMA. On verra l'organisation logistique. Ces images-là. Tout à fait. Donc, pour nous dire, quoi, une réunionnaise est là, on vous envoie ces images. Où c'est qu'on envoie ça? Je dis, il n'y a qu'un seul endroit, envoyer ça. C'est à Top Sport, bien sûr. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec la Fédé. Oui. Alors, c'est vraiment mettre un petit peu en avant l'adaptation du monde sportif par rapport à une période très spéciale que l'on vit. Et c'est vrai qu'il y a des activités qui se sont arrêtées complètement. Et là, on a la chance quand même d'avoir rebondi, d'avoir réfléchi un petit peu à ce qu'on pourrait faire. Et il est même dit, enfin je pense moi que dans l'organisation, avec les coûts qui ont été réduits de déplacement, d'empreinte carbone, d'hôtel, enfin tout ce qui est très lourd au niveau de la logistique, ça disparaît complètement là au profit d'une technologie quand même de qualité, puisqu'il faut pouvoir filmer avec écoutez, je vais vous arrêter tout de suite. Après, on demandera à David les contraintes pour la famille, comment ça se passe. Mais si on pouvait regarder déjà quelques images. Alors on va voir peut-être Emma à l'entraînement, parce que c'est un peu comment on c'est les découvre ces images. Tout à fait. Viennent d'arriver de la Fédé. Si on avait le son en même temps. On peut faire des commentaires en même temps. Allez, oui, là, je veux dire, on voit un petit peu l'organisation. On a réduit les groupes, puisque au niveau des distances sociales que l'on doit pouvoir respecter, ça, on se donne. Saint-Denis, ça. Saint-Denis, c'est dans le dojo où l'entraînement a lieu. Les petits groupes, les grands groupes ont été scindés en petits groupes. Voilà, alors toujours dans le respect de la tradition, le salut avant de commencer l'entraînement. Voilà. Voilà. Okay. Alors là, on voit vraiment. Alors là, au dojo Pierre Gondin, mon dojo, où là, il y a quand même une grosse association qui gère le. Et puis l'adaptation, c'est-à-dire que d'un groupe d'enfants, on est passé à 3 groupes. Donc on a scindé les heures. Il faut tenir compte du couvre-feu de 18 heures. Tout ça, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte. Et on a donc des parents qui jouent le jeu, parce qu'ils viennent d'emmener les enfants un peu plus tôt. On a donné aussi des possibilités de quitter un petit peu plus tôt le dojo et d'arriver un petit peu en retard, vu les horaires qui ont changé. Mais on a quand même une adhésion totale de la part des parents et des enfants qui ont besoin, par les temps qui courent, de bouger, de transpirer, de s'activer. C'est un petit peu paradoxal d'interdire le sport quand on sait que le sport c'est la santé. Donc ça c'est un petit peu un débat, c'est un petit peu le débat. C'est un cercle vicieux. Voilà, c'est ça. Alors c'est sûr que au niveau du dojo, toutes les précautions sont prises au niveau de distanciation. Il y a une entrée, une sortie, du gel, des masques. Après il y a un espace suffisant, un nombre réduit d'enfants, mais on peut pratiquer quand même. C'est la chance qu'on a. Tout ce qui est travail dans le vide, travail de kata, et là ça nous donne quand même un avantage par rapport à certaines disciplines. David, comment ça se passe pour les parents d'un prodige comme ça? Quand là, les katas se passent ici, mais quand il n'y aura plus de... Alors, pour Emma, en fait, c'est pas la première des compétitions qu'elle participe, en fait. Il faut savoir qu'on a participé à différentes compétitions, que ce soit au niveau national, départemental et même international. Elle est plus orientée vers combat. Et là, du coup, récemment, donc ça fait 3-4 ans. Alors. Voilà, elle est très compétition. C'est ça. Combat. Donc, du coup, elle a commencé le karaté à peu près à l'âge de 3 ans et demi. Donc, aujourd'hui, elle a 10 ans. Donc, vous voyez l'évolution. On est toujours resté fidèle au dojo Pierre Gondin. Et comme je disais tout à l'heure, on parlait de palmarès. Donc on a fait en même temps que Sensei Pierre. Donc on a été en Australie en 2018, où là on a fait de très belles performances. Emma a fait du kata, elle a fini 2e kata, 2e en combat. Juste avant le confinement, donc en 2020, donc janvier 2020, on était à Maurice. Et donc là, c'était vraiment la révélation. Donc elle a fait première en combat. C'est ça, après elle a pu. Après elle a fait la foncière. Ça m'importe. Et du coup, elle a fait première en combat et première aussi en kata. Alors, tu m'as pas dit, Emma, tu préfères combat ou kata? Kata. Ah, t'as pas mal. Ah non, pas bon. Non. On avait dit au début que tu faisais pas. Non, mettez-vous d'accord, hein? Non, c'est pas vrai. Tu préfères kata? Kata, c'est maman. C'est plus maman qui oriente vers kata. Moi, c'est plus combat. D'accord. Mais vous vous battez à la maison comme ça pour savoir si c'est kata ou combat? Maman veut combat, il dépend. Kata. Toi, tu es pour maman, alors. Voilà. Réglez l'affaire. Bon. Prochaine compétition de kata, là, on demandera vers Pierre Gondin, toujours par vidéo, on appelle ça compétition en ligne, quoi. Oui, là, c'était un championnat d'Europe. Alors, on était en contact avec les organisateurs avec qui on a échangé après la compétition. Bon, par exemple, là, on nous a demandé l'adresse pour envoyer les coupes et les diplômes, quoi. C'est vraiment tout se fait à distance. Alors, les prochaines, il y en a qui sont programmées.
Mais les coupes et les diplômes viennent d'où Là, c'est le pays, la fédération organisatrice qui va envoyer ça d'Espagne. C'est la Kyokushinkai-kan. C'est une des fédérations de Kyokushinkai dans le monde et qui a organisé ce championnat d'Europe là, où la participation était ouverte à d'autres fédérations. Et on a pu y participer. Combien de pays? Alors, il y avait 13 pays participants. Hein. On a du Chili, je vous disais, à l'extrême, à La Réunion. Chili pour le championnat d'Europe, ça? Oui, alors en fait c'est une compétition internationale et européenne bien évidemment. Le titre c'est un titre européen, mais il y a des gens qui peuvent venir du Chili parce que en ce moment il y a tellement peu de compétition qu'ils acceptent des gens. On prend tout ce qu'il y a. On essaye d'avoir un maximum de participants. Donc c'est plus pratiquement un championnat du monde alors. On va dire, mais il n'y a pas eu, il y a eu la Russie qui est en Europe bien sûr. Ouais. On a eu le Chili qui était extrême, la Réunion un petit peu excentrée aussi, mais on fait partie de la France, donc on représente la France. Et puis beaucoup de pays, Espagne, Portugal, des pays français, hein, donc des pays européens. Donc on est resté quand même sur une grosse majorité de pays européens et on a eu le Chili qui est invité, qui est venu parce qu'ils n'avaient pas une volonté de participer. Ils passaient par là, ils n'avaient rien à faire. Mais c'est surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition à se mettre sous là-dedans, donc on en profite dès qu'il y en a une. Quoi, hein. D'accord. Et quand c'est comme ça, quand elle remporte une compétition, elle remporte face à qui? Face au juge uniquement alors? D'accord. Parce que les katas, il n'y a pas de bagarre entre katas. Non, alors justement, c'est un peu comme en patinage artistique. Il y a des notes qui sont données sur des critères techniques, de stabilité, de concentration. Alors là, il y a des arbitres organisés. Il y en avait 5. Il y en avait 5. Qui sont de différents pays. Vous allez voir tout à l'heure l'organisation au niveau des images. Et où on peut très bien à distance, avec les katas, comme en patinage artistique, être capable comme la danse, comme le plongeon, on regarde sur des données techniques. Hein, on sait que visuellement, c'est lui qui remporte parce qu'il a plus d'aisance, il rentre mieux dans l'eau. Et ainsi de suite. Là, en kata, c'est la même chose. Quoi. On regarde des images? Oui, bien sûr, parce qu'on va avancer un petit peu sur les images. On en a emmené quelques-unes du dojo aussi à l'entraînement. De la fédération, ça. Vous pouvez commenter. Hein. Oui, donc on est en plein entraînement, là, donc il y a des répétitions de mouvements. C'est Emma qui est devant nous, là. Voilà, il y a Emma qui est là, mais vous voyez qu'elle n'est pas seule. Il y a dans le dojo pas mal d'enfants. Pas mal d'Emma, quoi. Oui, il y a une pépinière assez importante dans ce dojo-là où l'idée c'est de faire une formation à la fois technique, mais aussi tout ce qui est éducation globale, hein, le respect, l'humilité, la persévérance, tout ça fait partie vraiment. Voilà, alors là vraiment c'est vraiment le travail très traditionnel qu'on pratique dans les salles, dans les dojos. D'ailleurs, tous les dojos essayent de s'organiser. La difficulté souvent c'est que certaines municipalités ont fermé les salles, donc on n'a pas accès à des créneaux. Là on est dans un dojo privé qui a une certaine latitude quant à l'utilisation des créneaux et des horaires, donc ça facilite pas mal de choses. Alors vous avez vu, il y a des enfants là, il y en a des enfants qui ont 4 ans dans ce groupe-là, c'est des petits. Il y a même des enfants... 3 ans et demi. Oui, justement. Donc on a, nous, un accueil qui est fait avec le baby karaté à partir de 3 ans et qui permet vraiment aux jeunes de rentrer. Et on est parfois surpris en se disant, ouais, c'est peut-être un peu jeune. Tout est mis en place pédagogiquement pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions en termes d'équilibre, de latéralisation. Et c'est vrai qu'on a quand même un résultat intéressant sur le dojo. On a à la fois des garçons et des filles, jeunes et moins jeunes, qui ont des résultats au niveau des compétitions, quoi. Vous-même, David, vous êtes étonné des résultats de votre fille? Étonné non, parce que c'est le travail qui paye. Donc du coup, elle élève, il dort, et puis... Si, bien sûr. Elle ne pense qu'au karaté. Elle pense karaté, voilà. Donc il dort, il lève, karaté, et puis pratiquement tous les jours de la semaine, si on la laisse, même le dimanche, il faut aller enfiler son kimono, aller au dojo, elle irait quand même. D'accord. Donc du coup, comme on disait, hein, donc, le travail il paye, l'entraînement aussi. Donc on l'a vu tout à l'heure, Sébastien, donc Sensei Sébastien, donc, qui est là aussi, qui l'a coaché et bien aidé pour tout ce qui est préparation. Donc c'est voilà. Donc malheureusement pour lui, grand fan devant l'éternel de l'OM. Donc il est pas venu. Oui, Sébastien. Ouais, donc c'est malheureux, hein. Il comprend, mais bon, malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Donc une petite boutade pour lui en passant. Et donc voilà. Donc Sébastien, donc il était là en même temps que Sensei, et puis qui sont là derrière elle tous les jours. Et puis tous les gens du club savent que on tient un espoir en Emma Dieudonné. En fait, là vous avez vu, hein, Emma s'entraîne en même temps que les autres. Oui. Donc il y a vraiment une prise en compte globale de
tout le groupe. Chaque spécialité, chaque spécificité qui émane d'un enfant est pris en charge, bien évidemment, parce qu'on a aussi des masterclass au niveau du dojo qui permettent de regrouper les meilleurs, un petit peu l'élite, quoi. On peaufine un petit peu le bijou, quoi. On prend la masse, on fait émerger une petite élite avec des entraînements un peu particuliers qui permettent vraiment d'affiner un petit peu et d'avoir des résultats comme cela. Vous avez beaucoup de pépites comme ça? Alors, au niveau du dojo, les enfants, comme dans tous les dojos, représentent quand même une grosse partie des pratiquants. On a 60% qui est représenté par les enfants dans un dojo. Hein. Mais un enfant se décourage vite si jamais il n'a pas de résultat? Ça dépend du professeur et ça dépend de l'orientation. Il y a des enfants qui ne feront jamais de compétition parce que c'est pas dans leur âme, dans leur envie. Il y a des parents qui ne sont pas du tout là pour l'aspect compétition. C'est une option qu'on propose. 10% des pratiquants d'un dojo font de la compétition. 90% font de la pratique de loisirs pour apprendre à se défendre, à se sentir mieux dans son corps, à lutter contre un embonpoint et ainsi de suite. Mais on a véritablement une partie infime qui fait de la compétition par rapport à une pratique générale de la masse. On regarde d'autres images? Bien sûr, on va avancer dessus. Hein. J'en ai quelques-unes là. Voilà, on a un travail très spécifique sur cible. Ça permet d'ajuster ces frappes qui sont faites dans le vide. C'est toujours Emma là, hein? Oui, c'est toujours Emma. La spéciale Emma en fait. Ouais, on va essayer de focus sur elle. Bon. Alors ça permet de compenser un petit peu le manque d'adversaires par les temps qui courent. On travaille sur cible. Ça permet quand même d'exprimer un petit peu son énergie et sa force dans des cibles qui sont là pour pouvoir justement servir de support et d'entraîner le corps à s'adapter par rapport à des résistances et des réactions physiques, je dirais, de renvoi d'énergie, quoi. Tu préfères frapper sur une cible ou sur un partenaire ou un adversaire? Un adversaire. C'est beaucoup plus agréable. Tu l'entends crier, pardon, etc. Une cible, je tape dessus et il ne répond pas. D'accord. Et David Dieudonné, comment ça se passe à l'école et tout? C'est une athlète, certes, mais également un enfant, j'allais dire, complet. Oui. Ça va souvent de pair, hein. Quand on est bon de père, en sport, c'est-à-dire PE. Père, mais pas de père en fils, non. Parce que là, on dit de père en fille. Mais de père que bon en sport, bon à l'école. Alors, personnellement, je pense que le sport, il permet d'avoir. Déjà de canaliser. Donc, le marmaille, dans un premier temps. Donc, c'est vraiment de canaliser et puis d'être posé. Donc c'est pas un marmaille qui ravage ou qui fait des bêtises comme tous les marmailles, donc il fait des bêtises, c'est sûr. Mais il faut espérer qu'elle fasse des bêtises, sinon c'est dommage. Mais bon, voilà, le karaté. Fait des bêtises. Oui. Donc le karaté, à moins qu'il ne m'y voit pas, il ne me connaît pas, mais bon. Mais le karaté, voilà, il permet d'être posé et puis à l'école tout se passe bien. Au contraire, c'est pas parce qu'elle fait du sport à côté que l'école l'est mis de côté ou qu'elle fait passer devoirs ou quoi que ce soit. Au contraire, hein. Donc il permet vraiment de. Ouais. Moi j'aimerais bien compléter un petit peu l'approche. Vous êtes là pour ça, l'idée c'est que en fait vous êtes l'activité. Quand même un ancien. Oui, enfin disons que. Tête pensante de l'éducation nationale. Oui, à la retraite maintenant. Alors l'idée, je voudrais compléter un peu ce que David disait. On a souvent des parents qui viennent amener les enfants au karaté parce que c'est une discipline qui a certaines rigueurs, certaines exigences quant à la concentration et qui trouvent, grâce à cette pratique-là et ce cadrage, à remettre l'enfant dans des situations de concentration au niveau de l'apprentissage, par exemple. Et ça permet vraiment, c'est vraiment une force pour les activités martiales comme celle-là, parce qu'il y en va du respect, il y en va du respect de soi d'abord, puis des autres, de respecter les adultes, et aussi d'être relativement persévérant dans l'apprentissage, parce que parfois, il y a des choses qui sont pas faciles à apprendre. Et là, on a des enfants qui restent concentrés sur une durée assez longue et qui ont donc accès à des capacités d'apprentissage facilitées. Et ça devient même parfois une nécessité pour des parents de trouver ce genre d'activité-là pour permettre à l'enfant de retrouver des marques dans son processus d'apprentissage. Et on a vraiment des parents, et même il y a des médecins qui demandent aux parents de les emmener vers une activité martiale, karaté, judo, où il y a des règles, où il y a une exigence, on respecte l'adversaire. Voilà, et puis il y a surtout tout un état d'esprit et de concentration qui est fondamental dans l'apprentissage. David, vous avez quelque chose à rajouter sur, après, il n'y a pas que le karaté aussi non plus dans la vie. Hein. Donc, elle fait quoi d'autre? Elle fait de la guitare. Donc, elle a pas emmené sa guitare là? Non, elle n'a pas emmené malheureusement. Non. La prochaine fois, tu peux emmener ta guitare? Alors, elle fait de la guitare. Elle fait un peu de guitare et puis fan de chiens. Donc la maison de le chien, donc bat de carré, ça c'est son truc ça.
son petit... Son dada. Voilà, oui. Voilà. On va revenir sur le karaté. Après, on ira sur la guitare et sur les chiens. Quelques petites images peut-être. Avec d'autres images. Là, on est dans le travail de kata, de répétition. On a des gradés qui sont là, qui font un travail de correction permanent. Alors, ça part vraiment d'une espèce de bijou qu'on prend complètement brut dans la nature, puis qu'on va peaufiner au fil des répétitions. On va ciseler même, c'est un bijou. Oui, là, c'est vraiment façonné avec mille facettes pour que ça brille le plus possible. Et c'est vraiment des heures et des heures d'entraînement. Alors, on peut comprendre à travers ce genre d'exercice-là les exigences que l'enfant, au fur et à mesure, intègre et la concentration qui lui est nécessaire. Alors, il faut bien évidemment comprendre qu'au niveau de la prise en charge pédagogique, on essaye de tenir compte, comme le disait David tout à l'heure, d'une éducation globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper l'enfant de toutes ses passions, de toutes ses envies, de ce que la jeunesse peut amener comme envie de faire. Et on a des enfants qu'on essaye d'être les plus épanouis possible. Pratique du karaté, oui, mais aussi accès à d'autres activités. Comme c'est le cas d'Emma. Voilà, on essaye de conserver ce côté éclectique un petit peu de l'approche de la vie pour un enfant de 10 ans, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'avenir d'une Emma qui a 10 ans et qui a un grand avenir devant elle? Alors, il y a toujours des marges de progression. Je pense qu'à son âge, elle a encore une marge de progression. Elle peut gagner en vitesse, elle peut gagner en puissance, parce que son corps va changer. Il y a toute cette prise en compte qui est nécessaire par les éducateurs qui sont là, parce que à 10 ans, elle ne va pas fonctionner comme à 15 ans. Il y aura d'autres soucis aussi qui vont intervenir avec l'adolescence. C'est qu'on a envie de peut-être se lâcher un petit peu. Quand on a eu une enfance, on a passé beaucoup de temps au tatami, sur les tatamis à s'entraîner. Peut-être qu'on a à un moment donné envie de se lâcher. C'est là qu'il faut être vigilant ou, dans le respect complet, lui laisser aussi certaines latitudes sur le temps d'entraînement, puisqu'elle a quand même un beau palmarès déjà. L'idée pour nous, c'est de garder la motivation intacte sur une longue durée. C'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile, parce qu'il y a tellement de miroirs aux alouettes là, avec tout ce qu'on a autour de nous, des autres activités qui sont très plaisantes. On a souvent quelques-uns qui basculent vers le skate, vers la danse, le hip-hop, tout ça c'est très attirant. C'est vrai que la rigueur et tout le travail physique qui a été mis en place par les années de pratique du karaté facilite aussi l'accès à d'autres disciplines. On a souvent dans les dojos des gens qui font football, karaté avec beaucoup de réussite. Après, il y a des choix qui sont à opérer à certains moments, et là, après, ça reste... Après, il faut se spécialiser. À un moment donné, on peut plus papillonner. Bon c'est intéressant pour nous, et dans l'approche qu'on a avec les parents, dans le discours qu'on a, c'est de leur dire, laissez-les essayer. Moi, j'ai des enfants qui ont fait 6 mois de football, puis qui sont revenus au karaté. Et j'aurais peut-être dit non, reste au karaté, peut-être qu'on serait passé à côté d'une période d'essai qui n'était pas concluante, et qui fait que l'enfant revient au karaté beaucoup plus spontanément, avec envie. Alors que si on lui avait dit, va pas au football, viens au karaté, non, on laisse la possibilité à un enfant de cet âge-là d'aller voir ailleurs, de tâter d'autres choses, et après de se faire une idée sur la discipline qui lui convient le mieux. Je préfère avoir laisser un enfant partir au football et voir qu'il devienne un grand champion de football, d'ailleurs ça rapporte plus que le karaté au passage, que de lui avoir dit reste au karaté, et peut-être qu'il y aura une carrière peut-être médiocre en karaté, alors qu'il aurait peut-être pu éclater en football. On est vraiment dans le respect un petit peu des envies de la personne, quoi. Sinon ça devient trop cadré, fermé, et ça limite la personne dans ses possibilités de vie, et de voir un petit peu un avenir différent, quoi. S'il n'y avait pas le karaté, quel sport aurais-tu aimé faire? Ou en plus du karaté? Je sais pas. Il n'y a pas d'autres sports. Donc c'est de l'exclusivité là. Oui. Je ne veux pas entendre parler de... Elle a essayé d'autres sports d'ailleurs. Au début, donc étant petite, donc je l'ai emmenée au taekwondo, parce qu'en fait à la base c'est un peu pareil. Voilà. Donc au début, j'ai fait différents sports. Voilà, c'est ça. Et puis c'est elle qui a choisi, et puis voilà. D'accord. Taekwondo, karaté, jiu-jitsu, c'est la même chose tout ça. C'est ça. Je veux dire, ça lui changera pas grand-chose. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que moi, à la base, je suis pur produit taekwondo. Et je l'ai inscrit au karaté, donc avec Pierre Condin. Et c'est à force d'être assis sur les bancs, donc que petit à petit, donc on commence à mettre un pied sur le tatami, 2 pieds, et puis voilà. Donc aujourd'hui, fervent adhérent du club, et puis et ceinture noire en plus. Voilà, c'est ça. Et je viens de passer ma ceinture noire donc l'année dernière. De karaté, de taekwondo? De karaté. D'accord. Et taekwondo, j'avais déjà ma ceinture noire à la base.
Donc ça faisait un petit relais, et puis voilà, ça me permet d'être avec elle sur les tatamis. Et ben, du coup, à force, pareil, la maman, à force d'être assis aussi sur les bancs. Ceinture noire Non, pas encore. Sur le pantalon. Oui, c'est bien ça. Mais il vient, il tarde pas. D'accord. Ouais. Non, c'est bien. Alors ça, c'est un exemple vraiment de famille, qui, au fur et à mesure, il y a un enfant qui motive vient, l'enfant. puis les parents assistant au cours. Et puis les parents sont motivés par l'enfant, en fait. Déjà, on vient au dojo. Parfois, on reste 1 heure sur le banc à rien faire, et on se dit, à la limite, c'est intéressant, c'est marrant, on commence à rentrer dedans, et on a comme ça des familles entières qui s'inscrivent au final, qui viennent parce que on prend le virus. En parlant de sur le banc, Mbappé sera sur le banc ce soir. Hein. Ah bon? Ah oui, il est blessé à la cheville, on dirait. D'accord. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça fait, c'est quand même bien payé de rester sur le banc une soirée quand même. Oui, mais enfin, je ne sais pas s'il restera longtemps sur le banc, parce que s'il y a le feu, il sera obligé de rentrer. En bon pompier, il faut qu'il éteigne le feu si jamais Paris ne réussit pas un gros coup. Fait-on-lui un rétablissement rapide alors? Oui, mais on est tous derrière Paris. Le corps, c'est l'outil de travail là. Même s'il y en a qui ne le pensent pas, mais il faut être derrière la France. On regarde d'autres images de ce que nous a envoyé ce dojo Pierre Gondin. Ah, on a un professeur là qui va intervenir. Farsa. Karaté. Parlez-nous un petit peu du Covid et des arts martiaux. Le Covid a été vraiment un coup d'arrêt pour les arts martiaux en général. Mais dans la pratique du Taikiken, comme c'est une pratique, je dirais, très personnelle et aussi très éclectique, on travaille surtout la position de l'arbre, donc pas de contact, rien, et différentes postures à partir de déplacements lents, etc., etc. Disons, on a accentué davantage pendant la période du Covid sur la pratique du Taikiken. Ok, c'est une pratique de santé aussi et c'est primordial pendant le Covid, non? Absolument. Ça apporte la relaxation, la méditation, une méditation, je dirais à la fois mécanique dans le sens du rythme cardiaque, mécanique dans le sens des muscles et tout, pour avoir un relâchement, un total lâcher-prise. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous, on a recruté, en attendant, Axel Louise, bonsoir. Bonsoir. Karaté, vous connaissez tout ça? Oui. Ah, on se connaît. C'est pas... Vous êtes un ancien, un vieux de la vieille là-dedans, un passionné également. Et on vous a recueilli vite parce que vous avez plein de choses à nous dire. Mais on va continuer avec nos amis et avec la tribu d'Emma, qui a le papa qui est là, la maman qui est là. C'est une belle histoire. Et on peut dire, avec ce professeur de karaté, c'est la problématique en fait d'une adaptation par rapport à un contexte spécial avec la présence du Covid. Tout est spécial là, actuellement. Mais là actuellement on vit vraiment une période très spéciale. La preuve, le championnat en ligne qui est vraiment impensable. Qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas cette affaire-là. C'est la contrainte. Donc c'est une très bonne chose ça, par contre. On apprend qu'il y a des choses qui sont c'est vraiment l'adaptation qui est intéressante. On peut passer le bac chez soi, quoi. C'est ce qui va se passer. D'ailleurs, on a eu une grosse période de l'année dernière où c'était en télétravail à la maison et enseignement à domicile. Et on fait avec, on est obligé de s'adapter. Sinon, on arrête l'école, c'est pas possible. Le contexte fait que la réflexion qu'on a souvent, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises parfois, qui sont un petit peu frustrantes parce que on a la coexistence d'activités qui s'arrêtent, alors qu'à côté, il y a des choses qui continuent et qui se poser des questions. Le problème, c'est que quand on a une activité qui pourrait peut-être continuer pendant que l'autre, puisqu'elle fait à peu près la même chose, continue. Mais citez les noms. Non, mais je sais pas. Par exemple, je vois les restaurateurs en ce moment qui sont complètement fermés ou qui font de l'emporter ou de la livraison. Et à côté de ça, là, par exemple, ils vont ouvrir sur la métropole les terrasses de certains bars, et le restaurateur n'aura pas, lui, le droit de vendre, de recevoir des clients. On ne sait pas quel est le critère de choix qui est derrière ça, parce que c'est des activités qui sont identiques, avec des traitements différents. Et c'est ce qui perturbe un petit peu la compréhension, là. La multitude de mesures qui sont prises dans un sens ou dans un autre, et ça prolonge un petit peu la compréhension de plein de personnes. Si Axel Louise est là ce soir, c'est un peu pour ça, parce que lui aussi, il a été victime, j'allais presque dire, d'une incompréhension ou d'une injustice. Cela dépend de quel côté on se place. Il nous parlera de tout ça
tout à l'heure. Et on verra si on enregistre sa plainte, d'accord? Avec la police. J'en ai besoin de ça. On regarde d'autres images? Oui, je crois qu'il y a Emma au Qatar, je crois. Là, qui Emma au Qatar, c'est le Qatar qui l'a sacrée championne d'Europe. Non, là on va voir déjà l'entraînement du Qatar et on ira voir les deux, la finale et la demi-finale. Là, on est prêt à voir on y ça. va. Et puis, puisqu'il n'y a plus que des karatékas sur le plateau maintenant. Alors là, c'est un petit travail de répétition qui prépare le championnat au niveau du dojo. Elle réalise une petite forme de kata. Alors, ce forme en japonais kata en japonais veut dire moule. On est vraiment dans une répétition intensive de mouvements dans des directions très précises. C'est un combat contre des adversaires imaginaires. Face à des adversaires imaginaires. Imaginaires, voilà, c'est ça. Ouais, je connais bien ma leçon. Elle développe autant de puissance qu'elle le fait dans un combat, sauf que là, il n'y a pas la contrainte de l'adversaire présent. Et donc, elle affine techniquement tout son travail, ce qui marque le corps et permet d'avoir des formes de corps en combat après qui sont respectueuses de la bonne technicité, quoi. Quand tu te vois comme ça te fait plaisir, hein? Tu te dis, ouais, je suis bonne. Hein? Voilà. Voilà, il y en a. Elle va en faire un petit deuxième, là, je crois. C'est sûr. Deux katas pour nous, quelle chance, hein? Surtout le championne d'Europe. Après, on va arriver sur les images importantes. C'est celles qu'on a récupérées de la compétition, où on va voir le fonctionnement avec les juges qui sont organisés pour. Ce sont les images qui l'ont sacrée championne d'Europe. Voilà, exactement, puisqu'on voit la demi-finale et la finale. Hein, donc on va enchaîner tout de suite les images, là. Ça, c'est vraiment le travail de base qui se fait en club, sur des heures et des heures de répétition. Dans un contexte spécial. Tous les clubs sont restés ouverts? Malheureusement, il y a des dojos, comme le dojo, le nôtre, c'est un dojo privé, on a quand même des facilités. Mais en plus, là, la réglementation fait qu'il n'y a que les... Alors c'est un juge, celui-là? Ah, on a un juge là qui va juger. Donc là, on est sur vous voyez là-bas, on est sur les U10, c'est-à-dire la catégorie des 10 ans, catégorie des mains. en kata, et on est en demi-finale. C'est-à-dire qu'elle rencontre là son adversaire en demi-finale pour être qualifié pour la finale. Donc vous avez les juges qui sont tout en haut là. Ça, c'est le juge central qu'on voit. Donc le kata va arriver là, hein, rassurez-vous. Voilà, on a déjà le premier adversaire d'Emma qui va passer, voilà. Donc lui, il est filmé dans un dojo. Je crois qu'il est d'origine espagnole. Donc il est en Espagne. Voilà. Emma est à La Réunion, oui, voilà, et les juges sont où? Là, eux, ils sont répartis un petit peu partout. Vous voyez qu'ils sont un peu partout dans le monde. Voilà, dans l'Europe, du monde, Europe. Hein. Pas facile de juger un kata, hein? Oui, c'est pas facile. Alors, il y a des critères très précis dans la formation des juges. Hein. On a des critères très précis que sont la stabilité, l'explosivité, le respect du schéma du kata, la présence aussi, le regard, le kiai, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Hein. Donc ça permet de faire une différence entre deux participants. D'ailleurs, là, on va voir la petite espagnole et on va voir Emma dans la foulée. Hein. Ça, c'est en demi-finale, Emma. Hein, voilà, donc là, les juges, ils attendent le passage de la deuxième personne et ils vont choisir un ou deux avec les palettes, vous allez voir. Hein. Voilà. Osama, can you hear us? Emma, please respond. Os, your kata? Là, tu cites ton kata. Yoi, Mogore, Hachime. C'est le kata qui l'a emmené en finale. Oui, c'est le kata de demi-finale qu'elle fait, ça. Hein. Alors on va voir les juges maintenant prendre leur décision. Ils ont intérêt à prendre la bonne décision. Hein. Thank you. Referees. Donc tout le monde va lever sa petite palette et on voit 2, 1, 2, 1. Donc elle remporte la demi-finale. 3 juges contre 2. 3 à 5 juges. Donc de justesse alors. 3-2, c'est pas mal quand même. Bah, je ne peux pas faire plus, hein. Oui, c'est mieux. 3-2. Mais c'était pas nous, 3-2. Il ne peut pas être plus serré que ça. 3-2. Il y a 5.
Voilà. Non, Alors, Pierre on peut enchaîner directement sur la Je suis pas finale. prof de maths, mais ils sont 5. Oui. Le score le plus serré, c'est 3-2. Oui, ben, c'est bien Ça ça. aurait pu être 4-1, ça aurait pu être 5-0. On est d'accord. On est On est d'accord. d'accord. Bien à gagner quand même. L'important, c'est de gagner comme Oui, dirait mais au l'autre. contraire, quand c'est serré, On peut passer tout la de suite victoire à est la encore finale. plus belle. Oui, bien Hein, sûr, voilà. bien sûr. On va voir ta finale, d'accord Oui. Tu l'as gagné la finale, tu es sûr Attention, si on voit que tu n'as pas gagné là-dessus, Alors, on a des va images. changer. On va regarder les images, d'accord D'accord. Il n'y a plus de vidéo, on me dit Si, normalement, si. Il y a une deuxième derrière, parce que il y avait la demi-finale et la finale. Bon, ben écoutez. Sûr, il n'y a pas, ce soir, c'est les pas gars, grave. Bon, l'idée, c'est qu'elle a fait le deuxième tour dans les mêmes conditions, avec Oui. toujours les juges qui attendent le passage des deux. Ah, peut-être. Ah, ça arrive, normalement, il y a le deuxième, on avait mis les deux, non, oui. En tout cas, et ça s'est passé ce week-end à Saint-Denis. Alors ça oui, alors nous on a commencé, on s'est connecté à midi puisque là-bas ça a commencé à 10h. Oui. Alors imaginez hein, la prouesse technique d'avoir la Russie, le Chili, la Réunion. Contre la Russie et la Portugal. Réunion, c'est le même fuseau horaire. Oui, hein. mais enfin c'est quand même un ensemble de personnes Ah, avec voilà, la finale. On est en finale là. hein. Le monsieur là, qui est habillé en... Toujours contre une Espagnole, hein, Nerea Arguello là. Qui est la finaliste, c'est une autre espagnole. C'est notre Espagnole, voilà. Arguello, c'est ça? Elle est de Ibiza. Ah bah oui, là-bas, ils font la fête là-bas. Elle a dû trop faire. Les images... Ça va arriver. Hein. Alors toujours, bien sûr, il faut bien imaginer le côté logistique extrêmement poussé en technologie pour pouvoir justement réussir cette prouesse-là, hein, de réunir tous ces pays avec une sorte... On se calme, hein. On regarde ça religieusement. Penansanani. Yoi. Magore. Hajime. Elle est en Espagne, dans quelle ville Ibiza. Ah oui, vous m'avez dit. Et est-ce que Emma a regardé, elle, le kata de ton adversaire Parce que Elle le voyait en direct, oui. Oui. On avait un écran, donc elle pouvait regarder tout de suite. Hein. Yaman Naore. Os, thank you. Ça dure combien de temps, ce kata? Combien de secondes? Le kata, Oh, ça va. maximum 30-40 secondes. 30, Quoi. 40 Ça dépend, il y a des secondes. katas qui Il y a le sont kata plus longs. Ouais. Mais là, il y a une liste de katas qui est établie Penansanani. Voilà Emma qui va devenir Oui. championne d'Europe. grâce à ce kata-là. Hein. Grâce à elle surtout. Magore. Oui. Hajime. Alors ça tombe bien parce qu'elle fait le même kata que l'autre. Donc on a vraiment une D'accord, comparaison elle fait le même facile, kata, hein. facile à faire par les juges parce qu'ils voient tout de suite la différence technique entre eux. Alors je disais, hein, je rappelle les critères, c'est de la stabilité, la présence aussi, le kiai, la vitesse d'exécution, l'explosivité, tout ça, ça permet vraiment de s'appuyer sur des critères très précis pour savoir qui a gagné, quoi. Hein. Yaman Naore. Voilà. Alors même scénario, hein, ils vont juger là en haut. Maintenant, on va voir un petit peu les résultats. À mon avis, elle va gagner. Termas. Antai. Second participant, Ijni Sanchi Go. And the winner is Emma Diodone. Emma Diodone, Donnez. qui est championne. Bon, elle fait 5-0 là. Tu vois, Ouais, là, c'est donc, sans ouais. conteste, Ah, pas c'est- comme tout voilà. à l'heure. Hein. Axel Louise, vous avez vu tout ça, vous connaissez bien les katas. Moi, je me hein. posais la question, Oui. au niveau, puisque c'est nouveau, comment vous y arrivez au niveau des caméras, au niveau des... Alors, Parce que, heureusement- on n'a pas Oui, cette, bien sûr. cette habitude-là, Alors, même si on s'adapte, bien sûr. financièrement. Tout à fait. Je suis pas journaliste, hein, mais bon, je me pose cette question. Non, mais c'était intéressant et j'en parlais tout à l'heure. Je dis, là, l'organisateur, il n'a pas de dépenses à faire sur les hôtels, l'accueil, le transport des athlètes, mais il a quand même accès à avoir une logistique technologique Ça veut dire que vous avez assez fait un poussée. investissement. On a une participation minime de 15 € par athlète qui ne va pas tout payer, mais c'est vrai que le choix de le faire à distance nécessite pour l'organisateur
d'avoir une plateforme de qualité. On est passé par une plateforme professionnelle, vous avez vu, on passe d'une caméra à l'autre, alors que nous, on est dans notre dojo avec notre petit téléphone. On n'a pas besoin d'investissement lourd à notre niveau, mais c'est là-bas la connexion entre ces différentes caméras, entre les juges et tout ça, qui est la plus lourde à mettre en place. Donc ça nécessite quand même moins d'investissement que de placer les équipes. Il faut filmer, ça veut dire qu'on ne va pas filmer avec un téléphone. Bah si, avec les téléphones qui sont de D'accord, ce que je vois là, c'est avec le téléphone. Il y a le téléphone, c'est une petite, un petit support, et on a l'enfant qui est en face. On a des qualités, des téléphones qui sont de bonnes, qui font vraiment de belles images. Hein, on a la chance, parce que sinon à l'époque, il fallait avoir une grosse caméra et ainsi de suite. Donc ça facilite les choses. Pour pouvoir faire les... Oui, les images auraient été bien meilleures. mais ils n'ont pas voulu investir. Après, derrière, ce que j'ai vu, c'est... Enfin, je sais pas, je pose comme question. J'ai vu... Les autres, ils avaient une image nette derrière, ça veut dire qu'ils avaient, on dirait, un rideau, quoi. D'accord. Qui faisait que l'image qu'on voyait était beaucoup plus de qualité. Même si elle a gagné, ça veut dire qu'elle a gagné encore mieux. Mais si on a une image vraiment nette... on n'a pas réfléchi à ça. On n'a pas réfléchi à ça. Elle aurait pu faire plus que ça. Voilà. Non, mais en fait, là, je pense que chaque salle a mis en place les moyens. Et puis surtout, on a travaillé comme dans son dojo. Non, mais je réponds aussi. Maintenant, on va parler de vous, Axel Louis, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de temps pour parler d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous vos problèmes, vos soucis. Alors, et dites-nous tout surtout. Je suis président de la Ligue de triathlon, bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Et vous le faites bien. Et on a eu une réunion avec la préfecture. Bien sûr, après le confinement, on n'a jamais pu redémarrer, nous, puisque le triathlon se fait sur la voie publique. Au chaudron, en général, vous le faites. Sur la voie publique. Mais là, bon, je parle plus au niveau de toutes les clubs qui se voient sur la voie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après le confinement, quand ils ont redémarré, ils ont dit, avec toutes les pique-niques et tout, ça va être compliqué de laisser faire ces pique-niques-là parce que ça va redémarrer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dit, toute manifestation sur la voie publique. Mais les gymnases, les dojos, vous vous rappelez d'une petite période où c'était ouvert. Ça veut dire que nous, on n'est pas dans ça. Ça veut dire qu'on ne pouvait rien faire comme manifestation. Et j'ai demandé un entretien, j'avais mon camarade Priano, Claude Priano de l'athlétisme, et aussi Efna de, comment ça s'appelle, Stéphane du cyclisme, puisqu'on utilise tous la route. On a demandé un entretien avec le préfet, on est allé le voir. Notation, vous avez demandé à personne alors. Et on a bien discuté avec eux. Ils nous ont expliqué que cet arrêté plutôt, n'était pas vraiment fait pour ça. On les a expliqué qu'il faudra essayer de regarder à séparer ça. Bon, c'était encore une période où c'était un petit peu difficile. Ils ont écouté, ils ont compris, mais ils nous ont bien dit que maintenant, il faudra réinventer votre pratique. D'accord? Et c'était là où c'est problématique. Vous imaginez démarrer une course de montagne, par exemple, avec un parent de départ ou 6, c'est hyper compliqué. Je lui ai dit, en triathlon, c'est pareil, on aura pour 2-3 jours pour faire tout le monde après remettre les temps. Mais il fallait malgré tout trouver une solution, puisque l'arrêté partait depuis le 23 avril jusqu'au 7 mai. Ça ne change pas, il faut trouver quelque chose. Pour nos adhérents, on a essayé de travailler ici, réfléchir. Et on a dit, bon, allez, on va adopter la solution. On appelle ça existe déjà un petit peu en métropole, un espace de triathlon éphémère. Nous, on l'a dit éphémère parce que souvent, en métropole, il existe, quelqu'un arrive, ils peuvent faire sur cette situation et puis repartir, mais ça reste là. Là, non, nous, on a dit, on va le faire éphémère. On va essayer de regarder bien ce qu'il y a dans cet arrêté du 20, 21, 786, enfin bref. D'accord? On l'a regardé et on a dit, il faut être au maximum 6, il ne faut pas que ça se croise pour augmenter, et il faut, dans notre manifestation, ça ne dépasse pas les 100. Ça devient compliqué. Oui, mais on y est arrivé, hein, à le faire en respectant ça. On a dit, bon, ben, on va faire des départs, on va faire qu'une demi-journée, on sera à peu près, ça a été 86 à peu près, et ce sera 6 avec 2 parcs différents de vélos, sans utiliser l'espace qui existe pour le public, parce que comme on ne fait pas de demande, l'espace ne nous appartient pas. D'accord? Ça veut dire qu'on dépose le vélo là. Là, sur des murettes, comme ça. On fait juste une surveillance du vélo. Ce qu'on a fait, on a mis en place, quand même, au niveau de la natation, de la surveillance.
des professionnels pour la surveillance en cas de noyade. Ça, c'est une petite obligation. Oui, voilà, c'est une sécurité plutôt. Voilà, c'est pas une obligation, c'est une sécurité. On a mis ça en place et puis après, on a mis des bénévoles, on l'a préparé pour que les bénévoles vont voir le public, parce qu'il peut y avoir des publics qui ne viennent pas pour nous, mais ils voient un show, on va dire un show. Ils sont en train de regarder, ils vont commencer à s'entasser, ça veut dire que ça joue contre nous. On a dit, on va aussi préparer ça pour leur dire de ne pas rester, parce que sinon, on sera obligé d'arrêter notre manifestation. Mais ça, c'est sur un principe d'entraînement, pas de compétition. Ça veut dire qu'il n'y a pas payant, il n'y a pas de temps de chronométrage. C'est vraiment pour essayer de tenir un petit peu, j'appelle ça un petit peu un soupape, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le triathlon marron. Voilà, on dit un petit peu, qui existe déjà un petit peu, qui commence un petit peu. Essayer de mettre de la sécurité dedans. Et on l'avait mis en place. Bien sûr, sûrement la préfecture ou quelqu'un d'autre, ils ont vu qu'on mettait ça en place, puisque c'était un entraînement, il n'y a pas à cacher, quoi. On l'a mis, on a fait des inscriptions et tout. Le vendredi, c'était pour le dimanche. Le vendredi, je reçois un mail de la sous-préfète de Saint-Paul, qui me dit la loi prévoit ça, je vais te dire un petit peu. On a regardé. Je lui ai envoyé tout de suite un courrier pour lui dire, oui, on connaît très bien la loi, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce qu'on fait, on respecte ce qui existe. On respecte la loi. Voilà, on respecte la loi, on a tout respecté. Bon, ils nous ont laissé mijoter un petit peu, on a attendu, j'ai dit peut-être qu'il va nous répondre de quelque chose, ou s'il ne nous répond pas, vous connaissez le principe, pas répondre, ça veut dire que vous autorisez, d'accord? Et nous, on n'avait pas demandé à quelque chose, sauf qu'on reçoit le vendredi soir à 17h30, là, plus rien faire. Hein. Un mail, un courrier. Un mail, toujours. D'accord? Là, c'est plus la peine, là, toutes les administrations sont fermées. Et oui, non. Bon, après, je suis un élu, ça veut dire que je dois respecter quand même des règles. Mais sauf que dans ce courrier, il n'y avait plus les 6, il n'y avait plus les 100, mais il y avait le triathlon éphémère, je vous interdis le triathlon éphémère. Là, il a bien prononcé triathlon éphémère. Ça veut dire que là, il vous défend de faire ça. Là, vous n'avez pas de choix. Mais moi, ce que je disais, c'est il me téléphone, il m'explique. Pour vous, c'est une injustice. Voilà, il m'explique, il peut me dire qu'à l'heure actuelle, la situation ne permet pas. Pourquoi je ne comprendrais pas ça? Vous savez, en triathlon, il y a plein de règles. Il y a les règles pour le vélo, il y a les règles pour la natation, il y a les règles pour la course à pied. Vous voyez, toutes les règles qui existent en natation, toutes les règles qui existent en course à pied, nous, on les a, tous les trois. En plus, on a ce qu'on appelle notre logique interne de notre spécificité qui rajoute encore. Ça veut dire que les règles, on connaît, on est habitué, on peut le comprendre. Et après, on ne parle pas contre la santé de notre triathlète ou ni la santé des Réunionnais en général. Il met des règles, on respecte les règles, mais quand on respecte les règles que vous avez mis, mais après, vous nous respectez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dedans, en nous disant au dernier moment où on ne peut plus rien faire, oui, là je dis, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon? Est-ce qu'il existait quelque chose que j'ai mal lu ou que je n'ai pas compris? Et par rapport à ça, je peux encore trouver des solutions. Je ne voulais pas contourner quoi que ce soit. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Vous imaginez, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire d'entraînement. Là, ce qu'il nous dit, c'est ça. On ne peut pas faire. Et vous allez sur toute la route, vous regardez, à l'heure actuelle, je ne sais pas, même dimanche, il y avait un peloton qui passait qui avait plus de 125. Vous voyez un petit peu. Attends, c'est ridicule. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de respecter, mettre des groupes de 6. On a même dit, quand vous doublez un autre groupe, il ne faut pas rentrer dans l'autre groupe, ceux qui sont habitués, de façon à ce qu'on... Oui, c'est exactement ça. De façon à ce qu'on respecte. Non, mais là, c'est le respect dans l'autre sens qui n'est pas eu. En conclusion. La conclusion, je lui ai envoyé un lettre dimanche parce que j'étais vraiment pas content. J'ai envoyé un lettre dimanche et je lui ai demandé un entretien. Et comme j'ai un ami qui vient d'être élu, dont vous connaissez bien, Villandeuil, je lui ai dit Villandeuil, je lui ai expliqué aussi mon cas. Il m'a dit ok Axel, on y va ensemble, on va. Alors c'est quand la réunion là? Ben j'attends. Alors le problème c'est quoi? C'est que le 7, cet arrêté finit le 7. Ah bon, le 7 arrêté. D'accord, 7, il peut très bien, oui, 7 mai. Ça veut dire qu'il peut très bien attendre que l'arrêté finisse
Et ensuite, il me dit, mais c'est fini, monsieur Louis, vous n'avez plus besoin d'arrêter, de réunion, parce que vous pouvez le faire maintenant. C'est comme ça que ça va se passer, non? C'est pas bien malgré tout. C'est pas bien. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis respectueux des règles. Connaissez-vous l'histoire du pot de fer contre le pot de terre? Oui, non, mais je sais bien. Mais je le dis quand c'est le même. pot de terre. D'accord. Non, mais je sais très bien. Mais je le dis quand même. Vous l'avez bien fait de le dire. Et nous, on a été très contents ce soir de recevoir cette jolie petite fille qui s'appelle Emma Dieudonné. Merci d'être venue. Hein. Tu es contente d'être là? Oui. Tu ne dis pas un petit bonjour à tes copines demain que tu les retrouveras à l'école, non? Non, c'est les vacances. Ah bah, c'est les vacances. J'ai oublié ça. Merci David Dieudonné. Merci de nous avoir accueillis. Axel, Oui. bah, écoute, tiens-nous au courant de cette réunion avec Tout à fait. une réunion qui a priori ne servira strictement à rien puisqu'il n'y aura plus de règles. Je sais pas. Petite question bête pour Axel. Éventuellement, avec la vaccination, est-ce qu'on n'aurait pas pu aider éventuellement le... Je sais pas, c'est une idée qui vient en tête comme ça et puis... La vaccination, une question d'âge en triathlon, surtout à l'heure actuelle, ils sont assez jeunes encore. C'est machin. Mais non, on peut se vacciner idée. à partir de 18 ans. Oui, voilà. Là, ils vont changer, mais 18 ans, ils disent il faut être un petit peu gras. Et le triathlon, pas trop. Mais bon, En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Pierre, pas un dernier petit mot? Une conclusion, on va dire qu'on espère que le contexte va changer rapidement quand on retrouvera nos merci. habitudes. N'oubliez pas, rediffusion demain 15h, demain mercredi, et vendredi 13h. Super. Bonsoir. merci. Merci. Merci.